Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Bonjour à toutes et à tous. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis bien heureux de recevoir Ruba Ghazal, député solidaire de la circonscription de Mercier. Ruba, bienvenue au podcast du Grand Plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CDC-SGP. Merci, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Super. Puis donc, dans l'émission aujourd'hui, on va discuter de ton parcours personnel, ton parcours politique, ainsi que du rôle d'élu pour porter la voix des citoyens, des citoyennes dans le quartier à l'Assemblée nationale. On va compléter la dernière portion de l'émission avec quelque chose de nouveau là, au podcast du Grand Plateau. Je vais te soumettre quelques questions qu'on a recueillies de la part du public, parce qu'on a fait un appel aux questions citoyens. Ruba, dans la population, on te connaît assez bien là, maintenant du fait que tu es une personnalité politique assez présente, là, je dirais, dans le paysage médiatique. Mais j'aimerais profiter de l'entrevue pour nous permettre de connaître davantage la personne derrière le personnage, si je peux dire, là, de l'élu. Donc, tu es né à Beyrouth, au Liban, tu as grandi aux Émirats arabes unis et ta famille et toi êtes venus vous installer au Québec lorsque tu avais 10 ans, donc vers la fin des années 80. 80, exactement. Et donc là, tu as dû apprendre à parler le français, notamment dans une classe d'accueil à ton arrivée. Plus tard, tu as fait des études au HEC où tu as obtenu une maîtrise là, en environnement, puis un certificat en santé, sécurité au travail. Et en 2006, tu as fait partie des membres fondateurs de Québec solidaire, là, à l'époque, un nouveau parti qui s'assumait clairement, on va se le dire, sur la gauche du spectre politique au Québec. Oui, exactement. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton parcours de vie, de comment tu as vécu ton intégration au Québec, s'acclimater à une nouvelle société, apprendre une nouvelle langue? Oui, ben c'est souvent on pose la question pour les immigrants, est-ce que c'est difficile immigrer et tout ça? C'est sûr que plus on arrive jeune, plus c'est facile. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans. Donc, je me sens totalement québécoise et j'assume mes deux identités, mais c'est sûr qu'il y a comme un processus de construction identitaire qui s'est formé pendant l'adolescence jusqu'à jeune âge. Quand j'étais jeune adulte, là, j'étais totalement et québécoise et palestinienne, et parce que ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et aussi, ça, c'est fascinant, il y a les gens, moi, je prends beaucoup le taxi, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier pour les gens du taxi. Et seulement ce matin, parce que là, il pleuvait, j'ai pris le taxi. Et le monsieur me disait, mon Dieu, c'est un Libanais, là, ils me reconnaissent tout de suite. Puis il me dit, vous parlez québécois, c'est incroyable. C'est parce que je ne parlais pas le français avant. Je l'ai appris par des Québécois, donc c'est normal que ma langue, mais maintenant, je considère que le français, c'est comme ma langue maternelle. Même si je suis pas, quand je suis venue, je parlais pas le français, évidemment, c'est juste l'arabe qui est vraiment ma langue maternelle. Mais donc, je la parle totalement. Je me sens totalement comme les deux langues. Fait que quand on est les deux, c'est-à-dire les deux langues font partie de moi, de mon identité. Puis quand on est jeune, ça se fait beaucoup plus facilement de s'intégrer. Maintenant, en fait, la question, c'est comment c'est fait. Peut-être que j'ai pas trop bien compris la question. C'était une question assez ouverte pour Ouais, te connaître un petit peu plus. Puis par la bande, je te demandais un peu comment tu avais vécu ton intégration. Puis, oui, c'est ça. ton arrivée. Donc, c'est ça. Fait que j'ai appris le français dans une classe d'accueil et donc, après ça, c'est devenu... Aujourd'hui, je considère que le français est comme ma langue maternelle parce que je la parle même mieux des fois que l'arabe. Mais évidemment, avec ma famille, ça se passe en arabe. Puis je suis très, très fière d'avoir deux identités. Je trouve que c'est une richesse. Puis aussi, pour ce qui est de mon parcours politique, moi, c'est vraiment drôle parce que ma famille n'aime pas beaucoup la politique. Ça leur fait peur. Beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent ici, c'est parce que ce qu'ils veulent, c'est
donner à leurs enfants une stabilité économique, une vie stable. Évidemment, au Liban, il y a la guerre. Moi, je suis d'origine palestinienne. Il n'y a aucunement question que je retourne en Israël pour vivre, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc c'est une stabilité qu'ils veulent nous offrir. Et donc, la politique, c'est souvent vu comme un endroit, un milieu hostile où on voit beaucoup de politiciens, par exemple, dans les pays arabes, où souvent c'est des dictatures, ou quand ça ne l'est pas, bien, c'est tout le temps en guerre, il y a beaucoup de conflits. Ça arrivait très régulièrement que des politiciens décèdent. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique puis que je voulais m'impliquer à Québec solidaire, ma grand-mère disait à mes parents, dites-lui de ne pas aller là parce que pour elle, elle était au Liban à l'époque, là, elle vit ici depuis quelques années, et parce que pour elle, c'est dangereux de faire de la politique. Mais moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai un ancêtre palestinien qui, lui, était très politisé, qui aimait la politique, puis son sang coule dans mes veines, et c'est ce qui fait que je me suis intéressée à ça. Très jeune, avant même d'avoir l'âge de voter, je m'intéressais à la politique. Je suivais même des courses à la chefferie du Parti conservateur. Je me rappelle que je suivais ça parce qu'il y avait une femme, Kim Campbell, et donc c'est la première fois qu'il y avait une femme qui pouvait devenir première ministre. Donc c'est sûr que moi, comme jeune de 15-16 ans, ça me fascinait, puis je regardais ça de loin et je suivais ça, même si je n'avais pas le droit de vote. Mais je me suis toujours intéressée à l'actualité, à la politique. Et beaucoup de mes amis, même quand j'étais au secondaire, pensaient que j'allais faire des études en sciences politiques. Ben non, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Je m'intéressais à l'histoire, à la sociologie, à toutes sortes de choses, mais j'ai finalement décidé d'aller en administration des affaires au HEC. Et à ce moment-là, je me suis beaucoup, surtout vers la fin au HEC, je me suis impliquée dans une association étudiante qui disait oui, il faut faire des affaires, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est la fin des années 90. On dit qu'il faut respecter l'environnement, qu'il faut respecter les droits humains. On parlait du commerce équitable à l'époque. On a invité Laure Varidel, qui n'était pas du tout connue, à faire des conférences au HEC. Et finalement, c'est là que je me suis intéressée à la question de la protection de l'environnement. Puis j'ai dit, tiens, je vais aller faire une maîtrise à l'Université de Sherbrooke, à Sherbrooke, en environnement. Et donc, j'ai fait ma maîtrise et j'ai travaillé dans le domaine. Mais pendant que je faisais ça, c'était important pour moi de m'impliquer dans ma société. Comme je m'intéressais beaucoup à la politique et à l'actualité, je ne voulais pas juste faire du 9 à 5 puis rentrer à la maison et ça se termine là. Il y avait quelque chose de militant à cause de cet ancêtre palestinien que je ne connais pas, dont le sang coule dans mes veines. C'est ce qui faisait que je voulais m'impliquer. Et il y a Françoise David, ça c'est en 2003, qui avait écrit une lettre, je pense que c'était dans Le Devoir, où elle disait qu'elle fondait un mouvement citoyen, plus de gauche, pour contrer les idées de droite. On se rappelle à l'époque les idées de l'Action démocratique du Québec avec Marie Dumont qui prenait un peu plus qu'on entendait plus, et aussi Jean Charest quand il avait pris le pouvoir. Et c'est là que j'ai dit, tiens, je vais m'impliquer là-dedans, dans un mouvement citoyen pour faire, pas nécessairement devenir politicienne, c'était pas ça mon idée, c'était vraiment de la militance pour m'impliquer dans ma société, faire des changements sociaux, défendre le bien commun, la justice sociale. Je me disais, on ne peut pas que dans une société aussi riche que des enfants aillent à l'école le ventre vide. Ça ne se peut pas. C'était très choquant pour moi. Ça venait me chercher. Et il y avait aussi mes valeurs écologistes, vu que aussi je travaillais dans ce domaine-là, en la protection de l'environnement. Et je travaillais souvent dans des usines, dans des entreprises privées. Mais moi, j'étais comme la bonne conscience des entreprises privées où je travaillais à faire respecter les lois et règlements et mettre en place des programmes pour la meilleure qualité de l'eau, de l'air, etc. Et donc, je me suis impliquée. Et plus tard, donc, j'étais présente dans le processus de fusion du mouvement politique Option citoyenne, l'Union des forces progressistes. Là, on remonte à 2005 et la création en 2006 de Québec solidaire. Je faisais partie des membres fondateurs et pour moi, c'était tout naturel d'être là-dedans, toujours comme militante. Une année plus tard, il y a eu l'élection en 2007 où là, Françoise David m'a dit, ben là, Ruba, c'est bien beau d'être militante. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et elle m'a dit, ben ça serait bien que tu te présentes. Et je me suis présentée à Laurier-Dorion, où aujourd'hui, c'est Andrés Fontecilla qui est député à Laurier-Dorion. Mais à l'époque, Andrés était mon directeur de campagne dans Laurier-Dorion. Hein, puis, donc, je le connais depuis très longtemps. Et ça a été ma première expérience électorale. J'avais eu, mon Dieu, c'était combien? Peut-être
9-10 %. Et il y a eu après ça une autre élection. Tout de suite après, j'ai été choyée en 2008, une autre élection. Et c'est cette élection-là que Amir Kadir a gagné dans Mercier. Et moi, je m'étais représentée encore dans Laurier-Dorion. J'avais eu 13 % à l'époque, un des meilleurs scores pour Québec solidaire. Après, évidemment, Amir Kadir dans Mercier. Et j'ai toujours été impliquée, donc depuis toujours. Puis après ça, ben, quand Amir a décidé de partir, il m'a appelée. Je m'en rappelle très bien, au mois de février 2018 pour me dire qu'il quittait. Je suis tombée des nues, je ne savais pas. Il me demandait si moi, comme femme, issue de l'immigration, militante de très longue date, pas nécessairement une vedette, mais militante de très longue date, si je voulais me présenter dans la circonscription de Mercier. Et évidemment, quand Amir nous demande quelque chose, on ne peut jamais dire non. On dit tout de suite oui, et c'est ce que j'ai fait. Il y a quand même quelque chose de profond, là, j'imagine, dans l'idée de se dire qu'on porte la voix des gens de notre région ou de notre quartier, là, je dirais dans le cas de Montréal, à l'Assemblée nationale du Québec. Comment vis-tu le rôle de porter la voix des citoyennes et des citoyens de ta circonscription? C'est vraiment, là, ça va paraître cliché ce que je vais dire, un honneur, mais c'est aussi une responsabilité et c'est vrai. Je veux dire, moi, je me rappelle quand on a fait juste, pas l'investiture, mais quand l'assermentation pour devenir député, c'est comme une sorte, j'avais l'impression que c'est comme un mariage, j'ai pleuré. Je veux dire, on était tout le monde ému. La majorité, à part Manon Mancé et Gabriel Nadeau-Dubois, c'était la première fois qu'on devenait député, les 10 députés solidaires. C'est tellement un moment émouvant parce que là, on sent la charge et la responsabilité de porter la voix des citoyens, que ces gens-là aient voté pour nous ou pas. Tous les dossiers, tout ce qui touche notre quartier, moi j'habite aussi ici sur le plateau, et donc tout ce qui touche nos citoyens, ben, c'est comme si ça touchait ma famille, c'est comme si ça me touchait moi. Je vais interpeller les ministres pour faire avancer des dossiers comme si c'était les miens personnels. Et donc, c'est une grosse responsabilité, puis c'est un honneur. Puis et c'est vraiment, je sais que ça va être des moments marquants, je veux dire, à jamais. Peu importe comment ça se passe, à jamais, on est marqué par ça, par cette responsabilité. Et aussi d'être la députée de Mercier, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus touchant pour moi parce que c'est la première fois qu'un député solidaire a été élu à l'Assemblée nationale. C'est historique. Je suis en train de lire un livre de François Saillant sur l'histoire de la gauche au Québec. On a l'impression que ça vient de commencer avec Québec solidaire alors qu'il y a des fondements qui existent depuis très longtemps. Et je me sens comme porteuse d'une tradition qui existe au Québec et c'est la première fois qu'un parti aussi assumé de gauche a autant de sièges à l'Assemblée nationale. C'est quasiment une non-normalité, quelque chose d'anormal en Amérique du Nord et on a réussi à faire ça. Donc, je sens aussi le poids de l'histoire, de savoir aussi que je suis une héritière, en quelque sorte, du député de Mercier, Gérald Godin. On parle beaucoup de la crise d'octobre en ce moment, au mois d'octobre. Évidemment, c'est les 50 ans de la crise d'octobre. Et ce député de Mercier, avant qu'il devienne député, avait été emprisonné. Et donc, tout ça, toute cette charge historique, je la sens et j'en suis très, très, très consciente. Et c'est très important d'être conscient de ça, de cette responsabilité pour rester groundé, pour rester sur le terrain. Moi, je suis une fille de terrain. J'ai travaillé dans les usines, dans des shops, comme je le disais. Je suis une fille de terrain. Je ne suis pas juste dans les grandes idéologies. Et je veux que les choses changent pour vrai, qu'il y ait des actions. Et c'est comme ça aussi que je vois le travail de député. C'est un travail qui est unique, mais en même temps qui est tellement... Il y a une grande, grande humilité quand on fait ce travail-là, parce qu'on n'est pas là juste pour nous, pour notre nom. On est là pour des gens, les gens les plus... tout le monde, les gens, j'allais dire ordinaires, mais tout le monde est extraordinaire, mais les gens les plus humbles, que ce soit les gens qui ont de la difficulté même à manger. On l'a vu avec la pandémie. Avec la pandémie, ce rôle-là est encore devenu beaucoup plus important du travail de député de terrain, d'écouter les gens, de voir c'est quoi les besoins extrêmement concrets de logement, de sécurité alimentaire et de commerçants qui peuvent fermer. Donc, c'est des dossiers très, très, très concrets, puis de les amener aussi à l'Assemblée nationale, en plus des dossiers plus nationaux et plus larges que je porte. On vient de parler un peu de toi, de ce que ça peut représenter là, de porter la voix des citoyens, des citoyennes. Mais une partie du rôle de député se passe dans sa localité.
Euh, J'aimerais qu'on plonge un petit peu ensemble au cœur de notre quartier, là, si tu le veux bien. Au Québec, il y a 125 circonscriptions actuellement. Qu'est-ce qui fait l'essence de la circonscription de Mercier, selon toi? Qu'est-ce qui la rend unique, cette circonscription-là? Mais c'est ça. Quand on dit Mercier, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis à Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Donc là, il faut que je rectifie. C'est vraiment le plateau Mont-Royal, une partie du plateau et le Myland. Et c'est vraiment un des quartiers centraux de Montréal. On en entend beaucoup, beaucoup parler dans les médias. Souvent même, il y a un côté un peu péjoratif. Ah, c'est le plateau. Ah, franchement, qu'est-ce que les gens du plateau vont nous dire en région ou des choses comme ça. Il y a un côté un peu péjoratif quasiment de faire partie du plateau. Alors que le plateau Mont-Royal, pour moi, si on remonte à l'histoire, hein, moi j'aime beaucoup monter dans l'histoire, on l'a oublié un peu, mais c'est aussi le plateau de Michel Tremblay, où c'était un quartier populaire à l'époque. Et même si aujourd'hui, il y a eu une gentrification incroyable du plateau Mont-Royal, qui donne des aspects positifs qui sont que c'est un quartier plus beau. Je veux dire, la grande richesse de Mercier, de la circonscription de Mercier, c'est pas des richesses naturelles, là. Évidemment, il y a la montagne qui est à côté, elle n'est pas dans la circonscription, mais qui est à côté. Donc, ça, c'est génial d'habiter aussi proche de la nature, d'un endroit emblématique, et aussi plus au sud du parc La Fontaine. Mais il y a la nature, mais il y a aussi, c'est un endroit qui est riche de ses gens, de son histoire, de son patrimoine. Hein. On parle beaucoup aussi du patrimoine bâti. Il y a beaucoup d'endroits, des vieilles pierres qui ont une valeur et que c'est important, des églises, et que c'est important de réfléchir à leur avenir et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et c'est vraiment une richesse c'est comme une façon de vivre. On l'a vu avec la pandémie, l'avenue Mont-Royal qui a été totalement fermée. Habituellement, il y a beaucoup, beaucoup de touristes étrangers. Là, cette fois-là, c'est un endroit donc, qui attire aussi les touristes. Mais là, cette fois-là, c'était vraiment les gens de Montréal, les Montréalais qui venaient se promener. Puis il y a cette ère un peu, tous les commerçants, comment dire, c'est comme une sorte de joie de vivre là, qui existe, les bars, les commerçants, ça fait partie de notre richesse. Et aussi les artistes. Il y a aussi le dossier des ateliers d'artistes dans lequel aussi je m'implique beaucoup, où on veut que nos artistes restent parce qu'ils rendent ça beau. Donc, il y a un aspect où on a l'impression que c'est riche le plateau, parce que quand on regarde les loyers ou quand on regarde les prix des maisons, c'est très, très cher. Une famille moyenne normale ne peut pas vivre ici. Mais il y a quand même des poches de gens plus de classe populaire qui habitent sur le plateau parce qu'ils habitaient là avant et ils ont pu rester quand même, que ce soit par exemple dans des coopératives d'habitation, dans des HLM. Donc ça aussi, ça existe et on côtoie cette richesse, côtoie aussi la misère. On le voit, il y a beaucoup d'itinérants. Nous, du temps Amir Kadir en a adopté quelques-uns. Il y a des fois des itinérants qui sont habitués, qui viennent nous voir parce que, par exemple, ils veulent qu'on leur prenne leurs rendez-vous médicaux, etc. Et donc ça aussi, cette réalité-là existe, mais elle est, on dirait, plus cachée, à part les itinérants qu'on voit dans les rues, dans les quartiers centraux de Montréal et dans Mercier, on le voit, mais il y a une réalité de gens plus pauvres à très faible revenu qu'on a l'impression qu'on oublie parce qu'on regarde le revenu moyen puis on compare aux autres, puis il est légèrement plus haut, mais c'est une moyenne. On sait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup moins. Et donc, c'est cette diversité-là aussi qui est très, très intéressante et qui fait la particularité de Mercier. Quels sont les défis et les enjeux locaux que tu observes dans le quartier du plateau Mont-Royal? Puis, ben, il y a un aspect aussi que j'ai pas mentionné. Il y a énormément, énormément d'organismes communautaires. Évidemment, la SGP est bien placée pour le savoir. Donc, il y en a beaucoup. Il y a toute une tradition d'organismes communautaires, d'entraide qui existe, de solidarité dans le quartier depuis très, très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas étranger aussi au fait que Québec solidaire, on a des bons scores, si on veut, tout ce qui est de gauche, la justice sociale, tout ça, l'environnement, c'est quelque chose qui est très, très, très bien ancré ici dans le quartier. Et donc, il y a tous les enjeux importants, puis comme on est avec
il y a la pandémie, je ne peux pas en faire abstraction. Dès que la pandémie a commencé, un des premiers enjeux qui était important, c'était la sécurité alimentaire. Il y a des gens qui avaient besoin de paniers alimentaires. On ne pouvait pas les accueillir comme avant parce qu'on avait peur pour le virus. Il a fallu se revirer sur un dissous. Et donc, tout cet enjeu-là a été très, très important et j'ai beaucoup moi-même interpellé le gouvernement au nom aussi des autres circonscriptions solidaires pour dire bien, il va falloir faire quelque chose parce que c'est le problème le plus urgent. En ce moment, il y a des gens qui perdaient leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui vivent je veux dire, à chaque paye. Donc, il suffit qu'une paye ne rentre pas et là, ils sont dans une situation de vulnérabilité. Donc, ça a été important et j'ai pu contribuer. Il y a eu un fonds local d'urgence qui a été mis sur pied. Il y en a eu avec Centraide, mais il y en a eu aussi un autre avec l'arrondissement du plateau Mont-Royal. L'arrondissement du plateau Montréal, il y avait la Caisse des Jardins et moi, où on a contribué, je pense que c'était un montant de 250 000 $. Donc, moi, j'ai contribué à hauteur de 50 000 $ de l'argent qui avait été donné à toutes les circonscriptions pour ce fonds d'urgence-là, de faire des paniers aussi. Il y a eu un autre montant de plus qu'on a donné pour faire des paniers avec une épicerie ici sur le plateau. Donc, l'enjeu de la sécurité alimentaire a été très, très important et continue à l'être. Il y a un autre enjeu, évidemment, toute la question du logement. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux dont je parle qui touchent Mercier, mais qui touchent aussi pas mal Montréal ou d'autres villes. Mais on sait à quel point le logement, on est dans une crise du logement en ce moment sans précédent. Déjà avant la pandémie, c'était un enjeu avec Airbnb, par exemple, qui prenait beaucoup d'appartements qui les détournait dans le fond du marché locatif. Au lieu que ça serve à des familles, bien, c'était les touristes. Là, cette fois-là, avec la COVID, évidemment, le gouvernement, par chance, a mis un stop à ces locations-là. De toute façon, il n'y avait plus de touristes qui rentraient. Mais il y a aussi, on a fait beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une entente puis qu'il y ait des logements sociaux avec le fédéral. Finalement, depuis tellement longtemps, ça doit faire comme 25 ans que ça ne débloquait pas, où le fédéral s'était désengagé. Finalement, il vient d'avoir une entente, mais c'est important. Les besoins sont tellement immenses en logements sociaux qu'on va continuer à faire pression sur le gouvernement pour en avoir plus parce qu'on veut avoir des familles sur le plateau. On veut que les familles qui sont là continuent à rester ici et le logement, c'est un point fondamental. Après ça, il y a eu un autre enjeu important, toute la question les commerçants. Ça aussi, comme je le dis, c'est une autre de nos richesses naturelles, si je peux le dire comme ça. Nos artères commerciales de proximité sont tellement, tellement importantes. Je suis en lien constant avec, et mon bureau est en lien constant avec les SDC, les Sociétés de développement commercial de l'avenue Mont-Royal, Saint-Denis, Saint-Laurent, etc. Et je suis en contact aussi avec des commerçants qui, eux, ont beaucoup souffert, notamment, par exemple, si on pense aux bars. Hein, il y a une vieille loi archaïque qui existe qui interdit aux bars, quand ils sont fermés, de livrer de l'alcool, alors que souvent, dans les bars de quartier, c'est un endroit où on peut manger. On a même de la misère à faire la différence entre un bar et un restaurant parce que partout, on peut boire et on peut aussi manger. Et ces bars-là ont énormément souffert. Et vraiment, on a demandé beaucoup au ministre Pierre Fitzgibbon de s'assurer de donner des aides. Le gouvernement actuel de la CAQ, souvent, sa façon de faire, c'est qu'il promet des aides, mais finalement, il attend. Il préfère que ça vienne du fédéral, alors qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de leadership, de ne pas juste aider les gros, les Cirques du Soleil et Bombardier de ce monde, mais aussi d'aider pas juste les PME, les TPE, les très petites entreprises. Et ça, il y en a énormément. Puis si on ne veut pas qu'à la fin de la COVID, que la moitié n'ouvre pas. Donc ça, c'est un dossier aussi sur lequel on met beaucoup de pression. Sur le gouvernement. Les disquaires, moi j'ai interpellé personnellement aussi le ministre Pierre Fitzgibbon pour les disquaires qui, juste avant la COVID, on en a plusieurs ici dans le Myland qui ne pouvaient pas ouvrir à des heures plus élargies. Donc, ils ont eu des amendes. Et là, ces amendes, finalement, ce problème-là a été réglé. Ils peuvent ouvrir à des heures plus élargies, mais ils ont des amendes
de 5 000 et plus dollars. Donc, c'est énorme pour eux. Et là, ce que je demande en ce moment, je l'ai demandé, et même j'ai eu des échanges de courriels avec Pierre Fitzgibbon pour éliminer ces amendes-là. On dirait qu'avec la COVID, tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites qu'on n'aurait pas pensé qu'elles auraient été possibles avant la COVID. Et donc, de pardonner ou, si on veut, d'annuler ces amendes-là est une demande très, très, très normale. Les ateliers d'artistes, j'en parlais. Malheureusement, il y a eu plusieurs endroits à Montréal où, depuis de nombreuses années, où les artistes sont obligés de quitter, même il y en a qui quittent l'île de Montréal, ils s'en vont ailleurs en Estrie pour pratiquer leur métier, leur art. Et donc, c'est important de les garder ici. Donc, j'ai interpellé la ministre de la Culture, Nathalie Roy, parce qu'elle avait, dans le dernier budget, débloqué un montant d'argent, 25 millions, mais jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que l'argent ne descend pas. Mais pendant ce temps-là, les loyers, parce que c'est le Far West dans les loyers commerciaux et aussi d'artistes, où ces gens-là ne roulent pas sur l'art, donc ils sont obligés de quitter. Et ça aussi, ça peut changer le visage du plateau. On est tellement fiers d'avoir des artistes, d'avoir toute cette créativité-là, donc on veut les garder. Et ça, c'est quelque chose que je suis de près. J'ai interpellé la ministre à l'étude des crédits au mois d'août et je vais continuer à le faire pour m'assurer que l'argent descende pour les artistes. Et je suis aussi en contact avec des artistes. Donc, des enjeux, il y en a beaucoup et c'est pas parce que, comme on est dans l'opposition, c'est pas parce qu'on interpelle un ministre que tout de suite c'est fait, que c'est réglé. Il faut tout le temps répéter et faire beaucoup de pression sur le gouvernement par toutes sortes de moyens pour obtenir gain de cause. Puis surtout, moi, mon travail aussi, ce que je fais, c'est que j'écoute aussi les gens. Je suis toujours en contact avec eux s'il y a des développements, s'ils ont des besoins d'interpeller la ministre. Souvent, les gens ne savent pas ça. Ils nous voient à la période des questions où on interpelle de façon publique et là, il y a des articles, puis on voit ça à la télévision. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui se fait derrière les caméras. Et ça, les citoyens, ils peuvent, que ce soit pour leur cas personnel ou pour des associations de toutes sortes, dans toutes sortes de secteurs, ils peuvent nous interpeller. Moi, on fait des contacts personnels et après ça, j'interpelle les ministres en privé. Puis ça peut avoir plus d'impact que quand c'est eux-mêmes qui le font. Sans nécessairement sortir médiatiquement. C'est un travail important aussi du travail de député qui est très, très invisible. Oui, et puis par ailleurs, tu me corrigeras si je me trompe, mais souvent, les échanges, les débats publics qu'il y a à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose un peu du débat spectacle, là, tu sais, où ce que les camps politiques doivent défendre une position de toute manière. Puis j'imagine que souvent, le travail pour faire avancer des dossiers, lorsque c'est possible, ça doit se faire davantage sur les comités de travail ou en coulisses ou des Oui, trucs comme ça. absolument, oui, c'est ça. Exact, ça se fait comme ça. Donc, ça, c'est important que les gens le sachent pour quand ils nous interpellent, même si on ne le fait pas un show, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, au contraire même. Ruba, le temps file, puis je vais m'assurer de garder un moment là, pour poser des questions citoyennes. Mais avant, j'aimerais te poser une dernière question avant de rentrer dans ce dernier bloc-là là, de l'entretien aujourd'hui. Euh, les travaux de la 42e législature ont repris à l'Assemblée nationale. On est rendu à la mi-mandat, donc, du gouvernement Legault. Est-ce qu'il y a des débats? Pour faire rapidement, est-ce qu'il y a un débat ou un sujet là, en particulier euh, important là, à surveiller à l'Assemblée nationale cet automne? Bon, le COVID, ça sera un peu facile comme réponse, mais mettons qu'on met ça de côté un peu. Bien, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que moi, j'ai plusieurs, comme porteuse du dossier environnement, transport et énergie, il y a plusieurs projets de loi qui sont à l'étude et qui commencent. Je ne vais pas aller là-dedans, je vais aller plus sur, on se rappelle, il y a eu le projet de loi 61 qui a fait beaucoup les manchettes. Ça, c'est pour la relance économique parce que, dans le fond, le sujet important, c'est l'après-COVID ou comment on fait pour sortir, dans le fond, de tout ce que la COVID a créé d'un point de vue économique. Et là, le gouvernement a reculé, a mis de côté le projet de loi 61 pour les infrastructures parce que là, il se donnait des pouvoirs incroyables et injustifiés. Et là, ils ont déposé un nouveau projet de loi, le projet de loi 66. Ça va être quelque chose vraiment à surveiller parce que nous, en Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut qu'il y ait une relance économique, mais il ne faut pas faire business as usual. Il ne faut pas faire la même chose que ce qu'on a fait dans le passé.
qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des services publics aussi fragilisés. Si aujourd'hui la crise nous fait aussi mal, c'est parce que ce qui est important, c'est un filet social important, solide et des services publics, alors qu'on a vu qu'on a coupé énormément dans les CHSLD, etc. Et ça a rendu notre système beaucoup plus fragile et moins résilient pour répondre à la crise. Et c'est ce qui fait qu'on a les résultats les pires au Canada pour la COVID. Maintenant, si on veut relancer l'économie, si on veut relancer tout ça, eh bien, il faut le faire. Il faut une relance économique verte qui touche tout le monde, pas uniquement une certaine catégorie de personnes. Beaucoup les emplois du care, qu'on appelle les emplois qui sont beaucoup occupés par des femmes, parce que la relance ne va pas juste concerner la construction. Ça, c'est des emplois qui sont souvent occupés par des hommes, alors que les anges gardiens ont été souvent des anges femmes gardiennes. Et donc, il faut que cette relance économique soit bénéfique pour tout le monde, qu'elle soit verte. Les projets, par exemple, de transport en commun, les routes, il faut arrêter ça. Et donc, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et ça va être ça qui va être très, très important, qui va avoir un impact pour les prochaines années à venir. Si on ne veut pas se retrouver dans une autre crise, puis se retrouver, il y a la crise écologique qui nous attend, mais il faut maintenant poser les jalons et les bases pour prévenir la prochaine crise qui va malheureusement nous tomber dessus pour ne pas vivre ce qu'on a vécu maintenant. Donc, le projet de loi 66 de la relance économique, une relance solidaire, une relance juste, une relance verte, c'est ça qu'on va défendre face à un gouvernement qui est beaucoup plus dans les vieilles rengaines de la construction, des routes, une vieille relance, là. Pas du 21e siècle. C'est ça. Super, je me prends une petite parenthèse là, pour dire je trouve ça super intéressant. Je juste nous inscrire l'organisation pour laquelle je travaille juste dans un petit devoir de réserve, dans la mesure, je ne l'ai pas dit en introduction, mais simplement dire que je t'invite aujourd'hui à titre de député de Mercier, au même titre que j'aurais invité n'importe quel député de Oui. n'importe quelle bannière. Parenthèse étant fermée maintenant, en prévision là, de notre entrevue aujourd'hui au podcast du Grand Plateau, je l'ai expliqué rapidement, là, on a fait un appel au public afin de recueillir des questions là, de la part des citoyens et des citoyennes de la circonscription de Mercier. Je te propose de répondre à quelques-unes d'entre elles si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Là, je regarde le temps, on a environ à peu près 8 minutes avant que le programme que Oui! j'utilise pour le podcast. OK, je vais essayer d'aller 8 à vite. 10 minutes. Oui, c'est ça. OK, donc, une première question de Madame Linda Haché. C'est la seule que je vais nommer parce que c'est la seule pour laquelle j'ai eu une autorisation de nommer son nom. Les autres personnes, ça va être des questions anonymes. Bonjour, Donc, Linda. ce que nous demande, en fait, ce que te demande Linda, c'est: pensez-vous que les personnes bénéficiant d'une aide sociale recevront dans un proche avenir un montant de mensualité plus vivable? Le montant qu'ils reçoivent actuellement et ont reçu pendant de nombreuses années est inhumain et pas du tout suffisant, surtout ces dernières années avec les effets accrus de la gentrification. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter avec la question suivante qui est dans la même veine d'une personne anonyme qui demandait quelle est votre position quant au revenu de base? Mm-hmm. Juste pour la première question, pendant la COVID, j'ai interpellé le ministre Boulet avec mon collègue Alexandre Leduc aussi qui s'occupe des questions de sécurité sociale pour dire que je veux dire, il y a eu beaucoup, beaucoup d'aides pour toutes sortes de personnes. Il y a la PCU là, qui se termine maintenant du fédéral, qui a été donnée à tout le monde pour que les gens puissent vivre dignement. Et dignement, c'était 2 000 $, par mois. Alors qu'il y a des gens qui vivent sur l'aide sociale depuis toujours avec beaucoup moins que ça. Et on leur empêche même d'avoir un salaire, pas plus que 200 $. Donc, c'est totalement inhumain. Et ça, on a interpellé le ministre. Je ne sais pas c'est quoi son intention, où est-ce qu'il va aller avec ça. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que les personnes les personnes sur l'aide sociale sont les grands oubliés de la COVID et de façon générale. De toute façon, ils l'ont toujours été. Donc ça, on va continuer à marteler le message. On va continuer à dire que tout le monde a droit de vivre dignement et les personnes sur l'aide sociale aussi. Ça, c'est une fois dit. Pour ce qui est de la revenu minimum garanti, la première proposition qu'on a fait à Québec solidaire dès le début de la pandémie, ça a été relayé
peu, mais on l'a fait puis on l'a répété, c'est le revenu d'urgence universel. Donc, ce qu'on a proposé avant même la PCU, donc ça fait très longtemps, on a dit que là, dans cette situation incroyable, urgente, il va falloir peut-être pas le revenu minimum garanti pour toujours, mais maintenant, un revenu d'urgence universel. C'est-à-dire que n'importe quel Québécois peut la demander, peu importe sa situation, mais il faut qu'il en ait besoin. S'il n'en a pas besoin, bien, on va venir reprendre cet argent-là, supposons qu'il en fait la demande lors du paiement des impôts. Donc, ça a été quelque chose, une demande fondamentale qu'on a fait. Finalement, il y a eu la PCU qui avait des critères quand même assez larges et maintenant qui s'arrête. Mais maintenant qu'elle s'arrête, là, c'est remplacé par toutes sortes d'autres choses. Il va y avoir une réforme de l'assurance chômage, etc., l'assurance emploi. Nous, à Québec solidaire, dans notre programme, le revenu minimum d'urgence y est inscrit depuis toujours, depuis très, très longtemps. Et c'est quelque chose donc auquel on croit. Puis pendant la COVID, on a profité de ce contexte spécial pour dire, bien, OK, faisons une RUU, revenu d'urgence universel, tout de suite. Et ça, on va continuer à le répéter, à le marteler, mais c'est sûr que ça va être des sujets de discussion qui vont être importants aussi dans l'avenir puis qui vont bénéficier à tout le monde, que ce soit des gens sur l'aide sociale ou les autres aussi qui parfois, par exemple, perdent leur emploi à cause de la robotisation aussi. Ça, c'est une situation à laquelle on va faire face de plus en plus. Donc, oui, absolument, Québec solidaire, on défend ce revenu minimum garanti. Et par ailleurs, le revenu minimum garanti qui est prôné par plusieurs groupes communautaires. Hein, je vais mettre mon chapeau là, de gars qui travaillent à la Corporation de développement communautaire ici. Je pense notamment au Front commun des personnalités sociales du Québec qui porte cette lutte-là depuis de nombreuses années maintenant. Ouais. Et à titre indicatif, il y a Ambre Fourier qui a écrit un livre sur la question du revenu minimum garanti, qui a fait une typologie assez intéressante des types de revenus. On en parlait, moi je me rappelle du livre de Michel Chartrand quand j'étais au HEC. On avait, dans mon association, on avait invité Michel Chartrand, il y avait full au HEC, puis il parlait du revenu minimum garanti. Ça, je vous dis ça, c'était en 1999. Et ça fait même plus longtemps que ça. Absolument. Les luttes, ça prend du temps. Oui, et puis il y a des luttes qui traversent les époques qui se ressemblent parfois, effectivement. Une autre question d'une personne anonyme, là aussi, ça pourrait être long et faire l'objet d'un sujet complet. Là. D'ailleurs, j'ai enregistré une émission avec Josefina Blanco, qui est élue municipale ici, là, sur la question. Et donc, la question est la suivante. Comment le gouvernement du Québec pourrait-il agir pour limiter le racisme systémique dans nos institutions de santé? Question d'actualité, donc. Première chose, il faudrait qu'ils reconnaissent que le racisme systémique existe. On dirait que M. Legault, et vraiment, il y a des gens, par exemple, au gouvernement, des élus de la CAQ, qui ont jonglé avec l'idée, qui aimeraient que le gouvernement la reconnaisse, mais ce n'est pas eux qui décident. C'est un gouvernement où c'est vraiment le premier ministre, et lui, il se refuse à dire le mot, même si tout ce qu'il décrit autour démontre qu'il le reconnaît, mais sans le nommer. Ça, c'est un. La deuxième chose, il y a eu le rapport Bien qui a 1 an. Et dans le rapport Bien, il y avait déjà des choses qui ont été mises, des recommandations qui pourraient lutter contre le racisme systémique, ne serait-ce qu'avec le cas de Joyce Echaquan qui a choqué tout le Québec en entier, ne serait-ce que d'avoir des interprètes pour parler avec les Premières Nations, avec leur langue maternelle sur leur territoire. Ne serait-ce que ça s'était déjà écrit il y a 1 an dans le rapport de la commission Bien. Et malheureusement, rien n'avait été fait. Et ça, c'est juste un petit exemple pour dire à ces gens-là, bien, on vous reconnaît et quand vous avez mal et que vous venez dans nos services de santé, eh bien, on vous donne des outils pour que vous puissiez vous exprimer et que vous vous sentiez chez vous, contrairement à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça, c'est un exemple, il pourra en avoir plein d'autres, ne serait-ce que de le reconnaître, comme je le disais. Merci. Donc, on arrive là avec le temps qui nous est alloué à la fin de l'émission aujourd'hui. Donc, Ruben, on surveille là, le projet de loi 66 pour 61.
Non, c'est 66. C'est 61 avant, c'est devenu 66. Okay. Donc, le projet de loi 66 pour la relance économique du Québec. Donc, cet automne, ça va être important de suivre ça. Les citoyens et les citoyennes peuvent rejoindre le bureau de circonscription en composant le 514-525-88-77. Donc, Ruba, au nom de l'équipe de la CDC ASGP, merci d'avoir pris le temps de participer à l'épisode podcast du Grand Plateau. J'espère que les citoyennes et les citoyens apprécieront. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de reproduire peut-être d'ici un an une période de questions. Si j'arrive à rejoindre un peu plus de citoyens pour recueillir ou me poser des questions particulières. On peut faire une émission spéciale sur un sujet particulier qui intéresse les gens absolument. Puis merci beaucoup pour votre travail, tout le travail de l'ASGP. C'est vraiment génial. C'est très important. Puis on travaille beaucoup ensemble comme